Bonjour Fanny. Bonjour Marlène. Peux-tu nous dire qui tu es ? Je m'appelle Fanny Béchard, j'ai 36 ans bientôt et je suis gynécologue obstétricienne. Je me suis spécialisée en chirurgie et notamment en chirurgie du sein et en reconstruction mammaire. Je suis aussi maman de 2 petites filles. Je travaille sur Nîmes et sur Alès dans les services de gynécologie obstétrique. Très bien. Pour donner quelques chiffres, chaque année, en France, c'est environ 49 000 nouveaux cas de cancer du sein. Sur ces 49 000 femmes, 20 000 subissent une mastectomie. Oui. Et on estime que 5 à 7 000 se font ensuite reconstruire suite à l'opération. Que peux-tu nous dire d'une mastectomie ? Alors, une mastectomie, c'est le geste chirurgical qui consiste à retirer l'ensemble de la glande mammaire. Il y a plusieurs types de mastectomie. On peut faire des mastectomies qu'on appelle radicales, c'est-à-dire où on va enlever la glande mammaire, mais aussi une grande partie de la peau du sein. Ou bien une mastectomie sous-cutanée, qui consiste à garder la peau du sein avec ou sans l'aréole et le mamelon. D'accord. Dans quel cas vous incitez les patientes à avoir une mastectomie ? Alors, la mastectomie, on peut la réaliser pour plusieurs raisons. Soit parce que la tumeur est trop grosse pour pouvoir conserver une partie du sein, soit parce qu'il y a plusieurs tumeurs dans le sein, dans des endroits différents du sein, qui font qu'on pourrait pas les retirer toutes en obtenant un résultat esthétique satisfaisant. Ou bien parce que c'est le choix de la patiente. Certaines personnes, même sur des tumeurs de petite taille, souhaitent se faire retirer le sein pour diminuer le risque de récidive locale. Est-ce que tu peux nous conter le parcours type d'une patiente qui subit une mastectomie ? Alors, il y a 2 types de patientes vraiment différentes. D'abord, il y a les patientes qui sont malades, les patientes qui ont un cancer. Donc, celles-ci, ça va être des patientes qui peuvent avoir eu ou avoir après de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Et puis, dans leur parcours de traitement, à un moment donné, la chirurgie doit être envisagée. Et donc, comme on disait tout à l'heure, certaines patientes peuvent conserver leur sein, d'autres pas. Et donc, ce sont celles-ci qui seront concernées par les mastectomies. À ce moment-là, on discute de la possibilité éventuelle de réaliser une reconstruction dans le même temps que la mastectomie. Donc déjà, il faut que ça soit leur choix, elles sont pas obligées, hein. Il y en a qui veulent, d'autres pas. Et puis, certaines techniques peuvent être utilisées et d'autres pas. Tout va dépendre des traitements qu'elles ont eus ou qu'elles vont avoir par la suite. Donc, ça, je sais pas si tu veux, on peut le développer ou pas. Oui, bien sûr. Avant ça, en fait, pour résumer, la mastectomie, il n'y a pas vraiment un ordre. C'est-à-dire que l'opération intervient pas forcément avant les rayons ou avant l'opération, enfin, ou avant les chimiothérapies, je veux dire. Il n'y a pas un ordre précis. J'imagine que ça dépend des cas, peut-être de l'âge des patientes, du parcours qu'elles vont avoir après. En fait, ça dépend des traitements. En gros, dans le traitement du cancer du sein, il y a 4 choses différentes qui peuvent être utilisées. La chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. Certaines patientes ne vont avoir besoin que d'une chirurgie et d'une hormono. D'autres vont avoir besoin aussi d'une radiothérapie et d'autres éventuellement aussi d'une chimiothérapie. L'ordre peut changer en fonction de plusieurs paramètres, des paramètres liés à la tumeur, à l'âge de la patiente, à la taille de la tumeur, à son type. Et tout ça, c'est des choses qui sont discutées entre professionnels en réunion de concertation pluridisciplinaire, on appelle ça, avec des oncologues, des radiothérapeutes, des radiologues, des chirurgiens. Et on va proposer donc un plan personnalisé de soins aux patientes avec un ordre particulier qui va leur convenir le mieux et qui sera le mieux adapté à leur pathologie. Donc certaines, ça va être leur premier traitement. Et d'autres vont avoir tout un parcours notamment de chimiothérapie avant et ça va
ça a forcément joué dans le sens où on va pas être dans la même urgence. C'est-à-dire que, par exemple, une patiente qui va avoir tout un temps de chimiothérapie avant sa mastectomie va avoir le temps de réfléchir à une éventuelle reconstruction, de se poser sur ses choix, etc. Alors que une patiente à qui on vient de faire une annonce de cancer et qu'on doit opérer prochainement, relativement rapidement, va avoir beaucoup moins de temps pour se décider et donc sera un petit peu plus pressée par le temps pour faire ses choix. J'imagine que cette notion de temps de réflexion, cette notion est importante dans le choix aussi d'une reconstruction ou pas. Immédiate, je veux dire, il y a des patientes qui vont prendre la décision d'avoir une mastectomie, de se reconstruire tout de suite, enfin de procéder à une reconstruction immédiate ou pas. Des fois, sur conseil médical, la reconstruction est repoussée. Il y en a aussi peut-être qui décalent cette reconstruction dans le temps, certaines qui acceptent de le faire, d'autres non. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les reconstructions possibles, envisageables, et de par ton parcours, sur ce que tu penses qui influence les femmes dans leur choix de reconstruction ou pas? Alors, ce qui influence les femmes dans leur choix de reconstruction, il y a plein de choses différentes. En fait, vraiment, on remarque que les femmes ont vraiment des attentes très différentes en fonction de leur parcours personnel, de leur vie de famille, de leur âge, du soutien qu'elles peuvent avoir familial ou amical autour. Après, c'est vrai qu'on encourage quand même beaucoup les patientes qui souhaitent se faire reconstruire à le faire immédiatement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a très peu de contre-indications formelles à une reconstruction immédiate en cas de mastectomie, très très peu. Et en fait, le fait de faire cette reconstruction dans le même temps que la mastectomie est le seul moyen de conserver la peau du sein et éventuellement l'aréole et le mamelon. Cette peau, cette aréole, ce mamelon, une fois qu'ils sont perdus, on peut pas les retrouver. Donc il faut aller récupérer de la peau ailleurs sur le corps, etc. Ça complexifie pas mal la technique de reconstruction et en termes de résultats esthétiques, de naturel entre guillemets, je suis obligée de mettre des guillemets parce que ça reste une reconstruction, hein, ça sera jamais leur sein d'avant. Mais voilà, on va avoir tendance à encourager les femmes qui ont un projet de reconstruction à faire au moins une première étape immédiate. Et donc, quelles sont les techniques aujourd'hui principales que vous proposez pour une reconstruction? Les principales techniques, il y a la reconstruction par prothèse, qui est la plus simple conceptuellement. On enlève quelque chose, on va remettre quelque chose à la place. Ça c'est la moins... la moins lourde en termes de chirurgie et donc elle peut convenir à tout type de patientes, y compris des patientes plus âgées ou des patientes qui vont avoir, on va dire, des contraintes en termes de cicatrisation, des patientes qui ont des traitements plus lourds prévus par la suite et qu'on doit absolument pas décaler. Ensuite, il y a les reconstructions qu'on appelle autologues, c'est-à-dire avec les propres tissus des patientes. On va utiliser d'autres parties du corps de la patiente, de la graisse, des muscles, en divers endroits pour reconstruire la forme et le volume du sein. D'accord. Tu penses que les femmes préfèrent opter pour une solution ou une autre ou s'en réfèrent automatiquement à vos conseils? Alors, en gros, nous, on peut les conseiller, on peut les informer, mais déjà, il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que vu que la reconstruction, c'est pas obligatoire, le fin mot, il sera pour la patiente. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir lui dire ça, c'est possible, ça, c'est pas possible, mais par contre, on pourra pas choisir à sa place. Voilà. Donc, la plupart des patientes vont avoir souvent, au moins dans un premier temps, vont porter leur choix sur une prothèse parce que c'est le plus simple, parce que c'est le moins contraignant en termes de post-opératoire, quitte à revenir plus tard sur une reconstruction autologue. D'accord. Il y a des femmes qui font le choix au début de ne pas se faire reconstruire et que tu as pu rencontrer plusieurs années après et qui t'ont dit je suis au stade où j'ai envie de le faire ou... Oui, il y a des femmes qui
qui n'ont pas souhaité le faire au départ, soit par sidération, parce que c'est sûr que quand on a un diagnostic comme ça, on peut avoir aussi tendance à se dire non, là je veux me soigner, je veux pas penser à autre chose, et voilà. L'information. Voilà. D'autres n'auront pas eu la possibilité, on leur aura peut-être pas forcément proposé. Ça a beaucoup évolué ces dernières années, la reconstruction mammaire, et c'était pas forcément quelque chose d'aussi accessible il y a encore peu de temps. Donc voilà, oui, j'en ai rencontré qui n'en avaient pas eu. En tant que médecin, quels conseils tu donnes à tes patientes pour un traitement post-opératoire mastectomie, que ce soit des conseils médicaux, de cicatrisation, que ce soit des conseils de vie? Alors, pour ce qui est de la cicatrisation, c'est comme toute cicatrisation, il faut arrêter le tabac, c'est la première chose, c'est hyper important. Pour éviter les infections aussi en post-opératoire. Il faut essayer de pas manger trop de sucre, favoriser les protéines. Bon, ça c'est des conseils, on va dire, de cicatrisation normaux. Après, la mastectomie en elle-même, elle va pas entraîner trop de contraintes par la suite, c'est-à-dire que une fois la cicatrisation acquise, s'il n'y a pas de problème, ça peut être en une quinzaine de jours. Il n'y a pas de contre-indication à faire du sport, à reprendre une vie normale. Ce qui va plus influer sur certaines contraintes qu'on va pouvoir avoir en post-opératoire, ça va être plutôt la réalisation concomitante d'un traitement du creux axillaire, comme un curage axillaire ou un ganglion sentinelle, qui vont parfois être un petit peu plus douloureux et provoquer des problèmes de mobilité au niveau de l'épaule, ce genre de choses, ou bien la réalisation d'une reconstruction, notamment si c'est une reconstruction autologue, où il va y avoir des prélèvements sur le corps, et donc on peut avoir besoin de ne pas faire de sport pendant 1 à 2 mois en fonction de la cicatrisation, etc. D'accord, donc tout va vraiment dépendre du type de parcours. Exactement, c'est très personnalisé, ça dépend aussi des patientes et de leurs habitudes de vie. C'est sûr que quelqu'un qui fait un travail assis, de secrétariat, par exemple, va peut-être pouvoir reprendre le travail plus rapidement que quelqu'un qui est manutentionnaire. Forcément, il faut s'adapter à la vie de chacun. Évidemment. Tu penses que dans ces cas-là, les patientes sont suffisamment informées sur tous les soins auxquels elles peuvent prétendre après ça? Par exemple, je pense à des soins de kiné. On a reçu Eve récemment dans un des podcasts qui a parlé justement des soins qu'on peut avoir post-opération et notamment post-mastectomie, ou bien d'autres accompagnements qui peuvent être proposés en dehors du corps médical pur qu'on peut trouver au CHU ou en clinique. Alors, ça dépend aussi de comment les patientes s'informent. C'est-à-dire que ça soit au CHU de Nîmes ou au CH d'Alès, on a mis en place des consultations avec des infirmières ou des sages-femmes qui vont compléter en fait la consultation du chirurgien et permettre d'aborder un peu mieux ce genre de sujet. Par contre, c'est vrai qu'en préopératoire, il y a déjà énormément d'informations à emmagasiner en fait pour les patientes, donc on va pas forcément en parler tout de suite. Par contre, lorsqu'on va les revoir en post-opératoire, même précocement, on va pouvoir rediscuter avec elles, reparler du kiné, reparler des associations de patientes qui peuvent proposer du sport adapté, qui peuvent proposer un soutien en sophrologie, etc. On va pouvoir également éventuellement prescrire une travailleuse familiale pour aider à la maison quand les patientes ont des enfants ou sont isolées pour s'occuper de leur maison, voilà. Mais ça, c'est pareil, voilà, ça va s'adapter à chaque personne. Bien sûr. Et puis aussi à la volonté de cette personne d'en parler, de vouloir aller chercher des solutions de par ailleurs. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec toi. En tant que médecin, en tant que soignant, vous jouez un rôle primordial dans notre parcours. Ce rôle, il est important parce que vous êtes notre conseil médical. Souvent, on vous fait confiance.
Vous êtes souvent, quand j'entends les témoignages d'autres personnes, vous êtes la personne qu'on peut identifier comme la personne qui nous a enlevé la maladie, qui nous a soignés. Vous êtes du coup nos accompagnants. Vous avez un rôle très important dans notre parcours, de l'annonce à la fin du traitement et au suivi. De l'autre côté du bureau, quand on passe du côté médecin, quel rôle tu entretiens avec tes patientes, comment tu vis ton quotidien en tant que médecin en étant confronté au quotidien à tous ces cas de femmes, de parcours différents que tu peux avoir. J'avais envie de te poser cette question-là pour voir de l'autre côté comment ça se passe. Oui, alors déjà, c'est gentil. Merci, ça nous va droit au cœur quand on entend ce genre de choses, parce que je pense qu'on est nombreux à s'investir dans ce qu'on fait et à donner le meilleur. Donc merci. Pour nous, ça dépend. Enfin, il y a toujours ce côté médecin, ce côté personne, en fait, on reste des humains. C'est sûr qu'on va prendre en charge des patientes qui ont une maladie grave, hein, même si heureusement la plupart vont guérir, parce que on sait que le cancer du sein, c'est quand même un cancer dont on guérit bien maintenant. Donc c'est peut-être un peu plus facile pour nous que pour d'autres médecins qui prennent en charge des pathologies avec un avenir plus incertain. Donc on va avoir toujours des patientes avec qui on va plus s'attacher, à qui on va plus s'identifier, parce qu'elles vont avoir notre âge, des passions communes, un parcours de vie, elles vont partager des choses parfois très personnelles et du coup forcément on va s'y attacher. Et après c'est sûr que malheureusement il y a des moments qui sont difficiles pour nous aussi, de voir revenir les gens quand ça va pas, c'est pas quelque chose de facile. Mais bon, après voilà, c'est notre travail, on est là pour les accompagner à n'importe quel moment, voilà. Est-ce que tu as quand même conscience que ton métier sauve des vies, que dans ton métier, tu apportes à tes patientes les conseils dont elles ont besoin, que ce soit purement médical ou que ce soit par un sourire, un échange, un conseil qui va aller au-delà même de l'aspect médical. Est-ce que tu as conscience de ça ? Oui, je pense qu'on en a conscience, en tout cas, au moins parfois. C'est pas le truc, je rentre pas chez moi tous les soirs en me disant j'ai sauvé des vies, c'est cool et tout, non. Parce que en fait c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est notre travail, c'est normal pour nous de le faire. On n'est pas des héros, on n'est pas des on fait ce qu'on a appris, ce qu'on a choisi. Et on essaye de le faire au mieux comme on peut. Après, on a conscience de l'importance de ce qu'on fait, de nos choix, de la responsabilité qu'on a vis-à-vis des patientes. C'est sûr qu'on est conscient que qu'on peut pas vous laisser tomber, que quand on a pris des engagements auprès de quelqu'un, même si c'est dur, même si on a des aléas dans la vie, parfois dans nos vies personnelles ou autres, on s'est engagé auprès de patientes et on doit tenir nos engagements et nos responsabilités. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce métier et cette spécialité ? Alors, ce métier, médecin, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça. Je me rappelle même pas trop la première fois que ça m'est venu. J'étais assez petite, j'ai toujours voulu, j'ai toujours choisi dans mes études les filières pour pouvoir en arriver là. Après, je m'étais pas dit je vais soigner des cancers du sein. C'était pas ça mon truc au départ du tout. Et puis j'ai fait des stages, j'ai aimé la gynécologie obstétrique d'abord. Et puis au fur et à mesure de mes rencontres avec des collègues avec qui j'ai travaillé, le docteur Marsoli Ferrer, le docteur Mazia, des gens avec qui m'ont beaucoup appris. Et même si
au départ, je me destinais pas forcément à faire du cancer du sein, à m'occuper de patientes avec des cancers du sein. J'ai aimé ce travail. J'ai découvert la possibilité de faire cette reconstruction mammaire, d'essayer de coupler en fait des traitements esthétique au traitement du cancer, d'essayer d'apporter autre chose que justement ce que tu disais, juste soigner, guérir, mais aussi apporter un peu une plus-value, quelque chose qui fasse penser à l'après, qui permette de se projeter. Voilà, ça m'a beaucoup plu et du coup, je me suis investie là-dedans en espérant que ça permette à toutes ces femmes de laisser un petit moment de côté leur maladie et de penser à elles, de penser à leur féminité. C'est important ce que tu dis parce qu'en effet, il y a la partie, il y a plein de stades dans ce parcours, mais il y a bien le stade de la guérison médicale et ensuite il y a le stade de la reconstruction et là la reconstruction elle peut être évidemment médicale aussi de par des reconstructions de post-mastectomie, mais la reconstruction elle se fait aussi dans nos vies. Après cette phase-là est importante et toi tu le vis au travers de ton accompagnement chirurgical et nous on le vit dans notre propre vie. C'est bien qu'il y ait ce parallèle entre vous et nous dans nos parcours. Puis pour nous je pense que c'est aussi agréable de pas faire que le suivi de la maladie, mais aussi d'avoir ce côté j'aime ma poitrine, mais j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus comme ça, j'aimerais qu'on y apporte autre chose. Parce qu'il y a une part de projection sur le futur. Une part de projection sur le futur, et puis on parle pas que du cancer. Parce que du coup, tout à l'heure, tu me demandais quel est le parcours de ces femmes qui ont des mastectomies. Là, on a beaucoup parlé des patientes qui ont des cancers, mais il y a aussi toutes ces patientes qui n'en ont pas encore. Ces patientes qui sont porteuses, par exemple, d'une mutation génétique qui les prédispose à un cancer du sein et qui font le choix de se faire retirer la glande mammaire avant d'avoir ce cancer, justement pour éviter d'être malade. Et donc, c'est des patientes qui vont prendre des décisions donc de mastectomie alors qu'elles n'ont pas de maladie. C'est quelque chose qui est pas facile non plus. Alors, on n'est pas dans la même temporalité, c'est sûr, on a un peu plus de temps pour y réfléchir, etc. Mais c'est quand même un parcours aussi. La décision n'est pas facile non plus. Ouais. On appelle ça une mastectomie prophylactique, non? Oui, c'est ça? Prophylactique, c'est ça. Okay. C'est sûr que ce sont deux parcours très différents, deux choix très différents, parce que quoi qu'il en soit, le choix y est dans les deux cas, mais le parcours est différent, le choix ne se fait pas de la même façon, c'est pas les mêmes raisons. Non. Souvent on n'a pas le même âge, enfin il y a plein de choses qui vont faire que ces parcours-là sont distincts, mais qu'on passe entre tes mains chirurgicales dans les deux cas. Fanny, voudrais-tu nous dire un mot de la fin? Un mot de la fin? Je sais pas. Non, je sais pas. J'espère que c'est tout ce parcours de reconstruction va devenir de plus en plus accessible. C'est quelque chose en quoi je crois beaucoup. Et même si, comme tu l'as dit, la reconstruction, elle passe par beaucoup d'autres choses que juste le physique et la chirurgie, je pense que il faudrait vraiment que toutes les personnes qui le souhaitent puissent y avoir accès et je pense qu'on est sur le bon chemin. J'espère que ça va continuer. Je te remercie Fanny d'avoir répondu présente à ce podcast et je te remercie plus personnellement pour tout ce que tu as pu m'apporter pendant et depuis ce parcours. C'est gentil. Merci Fanny. Tu peux clapper.